À la une ce soir, une distinction pour les artistes ivoiriens Dobé Niaoré et Assalfo. Ils ont été élevés au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme. Attention, danger dans la commune d'Abobo. Le pont situé sur la voie principale du quartier Céleste menace de s'affaisser. Enfin, une nouvelle trêve avortée au Proche-Orient. Un quartier situé à l'ouest de Gaza touché par les tirs. Bilan, 1 mort et 20 blessés. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dobé Niaoré et Assalfo élevés au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme. Les deux artistes ivoiriens ont été décorés aujourd'hui par le ministre de la Justice, des droits de l'homme et libertés publiques, Nyenema Coulibaly. La cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau. Tout de suite, le portrait des deux célébrités avec Serge Collia. Artistes de renommée internationale, ils défendent déjà avec succès les couleurs nationales au devant des scènes du monde entier. Aujourd'hui, ils sont investis d'une nouvelle mission, celle de faire la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Assalfo, le lead vocal du groupe Magic System, et Dobé Niaoré ont été élevés au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme par le garde des Sceaux, ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Il a remis à ces artistes les insignes de leur nouvelle charge. Ce sont des références. Et quand ce sont des Ivoiriens qui déjà de tous les jours chantent la situation de la pauvreté, le droit à l'éducation, la protection des femmes, ce sont naturellement des ambassadeurs. Nous n'avons fait que consacrer, formaliser cette mission-là pour les encourager à continuer. Le ministre Nyenema Mamadou Coulibaly avait à ses côtés le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Ces artistes ainsi honorés ont promis se mettre au service de la bonne cause. Je continuerai à diffuser des messages de sensibilisation et à lancer des invitations au respect de la dignité humaine. J'ai envie d'aller plus loin dans mon engagement pour mon pays et pour le continent africain. C'est notre devoir à tous de sensibiliser. C'est la mission du cœur, c'est la mission de tous les peuples, c'est la mission pour la paix. Monsieur le ministre, vous n'allez pas regretter de nous avoir confié cette mission. Les droits de l'homme, c'est partout que nous allons en parler. C'est la continuité de la mission que m'a confiée l'UNESCO. Ces voix très écoutées vont aider le ministère de la Justice à propulser sa stratégie de promotion des droits liés à la personne humaine. Ils s'y sont déjà essayés dans leurs œuvres et cette distinction va sans doute les motiver davantage dans leur quête d'un monde de paix, de justice et d'équité. Des populations dans la commune d'Abobo menacées par un danger imminent. Le pont, situé sur la voie principale du quartier Céleste, menace de s'affaisser. L'ouvrage, selon les usagers, a pourtant été construit il y a moins d'1 an. Il dénonce aujourd'hui les impacts négatifs sur les véhicules et craignent de ne pas pouvoir se ravitailler en nourriture lorsque l'accident va se produire. Franck Quadio et Koné Pargassoro. Sagbé Céleste, un quartier de la commune d'Abobo. Ici, véhicules de transport en commun, voitures personnelles, minicars et gros camions sont obligés de ralentir. La cause, le pont de la voie principale du quartier est sur le point de céder. Un pont pourtant réhabilité il y a de cela 6 mois, un réel danger selon certains usagers. Pour d'autres, les véhicules sont les plus exposés aux dégâts. Un pont de moins en moins solide, de quoi inquiéter les populations. Il y a une forte population au niveau de Sagbé Céleste et il y a un marché qui est ravitaillé chaque jour. Donc si le marché n'est pas ravitaillé, vous voyez que les populations seront en danger. Et également, il faut souligner qu'il y a un centre de santé communautaire qui est au niveau de Sagbé. Également, s'il y a un cas grave de maladie, pour évacuer le malade, on ne pourra pas l'évacuer. Donc le malade risque de mourir en route si le pont s'est affaissé. À Sagbé Céleste, tous sont unanimes. Si rien n'est fait pour pallier cette situation, le pont de la voie principale risque de s'affaisser dans les tout prochains jours, même si personne ici ne se prive de tenter chaque fois l'ultime traversée.
Un plan stratégique de développement pour la localité de Diegonefla. C'est dans l'ouest du pays, plus précisément dans le département d'Oumé. L'Agence nationale d'appui au développement rural a signé récemment une convention avec les autorités municipales de Diegonefla. Plusieurs projets sociaux et économiques seront financés par l'ANADER pour permettre aux populations de participer activement au développement de la localité. Les détails avec Abou Sanogo. La commune de Diegonefla veut se positionner parmi les 10 premières communes développées de Côte d'Ivoire. Et pour réussir ce pari, déjà 220 personnes, issues de plusieurs associations de différentes couches sociales de la commune, sont en cours de formation par des experts de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Et pour paraffer un partenariat, une signature de convention entre le maire de la commune, Simon Goli Bagrou, et le directeur général adjoint de l'agence étatique. Laquelle convention porte sur le plan stratégique de développement PSD. Elle lie désormais le conseil municipal de Diegonefla à l'ANADER. Au cours de la formation, vous allez dire aux formateurs, et vous l'avez certainement dit, ce que chaque association veut faire. Nous allons donc, avec une structure, vous aider à avoir des prêts pour pouvoir donc financer vos projets. Pour le directeur général adjoint de l'ANADER, le choix de sa structure par le maire de Diegonefla comme partenaire pour la réalisation du plan stratégique de développement est un choix judicieux. Nous avons une équipe de planification locale qui va intervenir ici, au niveau de la commune, en collaboration avec le staff de la zone 10. Le sous-préfet de Diegonefla, représentant le préfet du département, a salué cette signature de convention entre le conseil municipal et l'ANADER. Une prestation d'artistes de la région a mis fin à cette cérémonie. La Côte d'Ivoire prépare le 54e anniversaire de la fête de l'indépendance. Et à quelques jours de cette célébration, les Ivoiriens sont en majorité nostalgiques des fêtes tournantes qui ont émaillé chaque édition. Ce soir, nous allons nous intéresser à la ville de Katiola. Elle a célébré en 1979 la fête nationale tournante. La localité avait bénéficié de plusieurs réalisations qui malheureusement tombent en ruine aujourd'hui. On fait le point avec Soro Corona. Après l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale, le 7 août 1960, le premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, avait initié les fêtes tournantes de l'indépendance. Cette politique visait à l'époque à doter la région choisie pour abriter la fête d'importantes infrastructures pour son développement. C'est ainsi que plusieurs villes de l'intérieur du pays et la commune d'Abidjan ont accueilli cette célébration qui leur ont permis de bénéficier d'un certain nombre de réalisations. On peut citer entre autres les constructions d'écoles, de logements modernes, de marchés, les installations sportives et le bitumage de routes. C'est en 1979 à Katiola que cette fête a été célébrée pour la dernière fois à l'intérieur du pays. Ça a été une très belle fête et puis ça a permis de constater certaines infrastructures que nous avons pu acquérir lors de cette fête tournante-là. C'est un sentiment d'amertume, mais je pense que avec la nouvelle équipe dirigeante, les gens y penseront et feront des efforts pour que ces infrastructures renaissent. Depuis, toutes ces réalisations faites à la faveur de cette fête sont tombées en ruine. Maisons et rues abandonnées dans les broussailles, stades dégradés et marchés devenus exigus. La situation interpelle. Du côté des autorités municipales, on est encore au stade des réflexions pour inclure certains travaux relatifs à ces infrastructures dans leur programme d'action. Nous avons mis l'accent sur le marché qui a brûlé et le marché est tellement petit aujourd'hui compte tenu de la population. Au niveau des logements qui ont été construits au niveau du quartier Sopim et des enseignants, les populations de Katiola ont toujours la nostalgie de cette fête tournante. Les fêtes tournantes sont importantes. Je pense que arrêter cette méthode n'est pas bien. Il faut continuer les fêtes tournantes. Si aujourd'hui ces fêtes-là devaient revenir, je pense que on allait bénéficier d'autres infrastructures. Pourtant, la réhabilitation de ces logements peut résoudre l'épineux problème de manque de maisons. Avec leur remise en état, les installations sportives de Katiola pourraient aider certaines équipes délocalisées comme Korogo et Odiéné qui jusque-là ont pour base Bouaké dans le cadre du championnat national de Côte d'Ivoire.
Le Ghana renforce ses mesures pour prévenir l'apparition du virus Ebola. Ces actions impliquent des procédures d'urgence à l'aéroport international de Kotoka à Accra, dans un camp de réfugiés libériens juste aux abords de la capitale, et à des contrôles aléatoires aux frontières terrestres. Au Ghana, les autorités renforcent les contrôles aux frontières terrestres, mais le virus Ebola pourrait bien arriver par la mer. Nyanyano est un village de pêcheurs à quelques kilomètres d'Accra, la capitale. Une partie des marins nés ici exercent leur métier au Libéria. Depuis que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée, certains reviennent au Ghana par bateau. Plus encore que d'habitude, les locaux surveillent les embarcations qui accostent, surtout s'il n'y a ni filet ni poisson à bord. On est beaucoup plus strict maintenant qu'on sait que des gens tentent de fuir le virus au Libéria et peuvent utiliser la mer. On ne surveille pas seulement les Libériens, mais aussi nos compatriotes. Les pêcheurs de Nyanyano ont entendu parler d'Ebola à la radio. Aucun policier, aucun médecin n'a encore mis les pieds au village. Pour se protéger, les patrouilleurs réclament l'aide des autorités. Les frontières terrestres sont surveillées par la police. Ils devraient faire la même chose en mer. Nous, on ne peut pas savoir qui est porteur du virus. Il nous faut des médecins. Un Américain contaminé par Ebola est mort au Ghana début juillet. Depuis, aucun cas n'a été recensé dans le pays. Mais les autorités sont en état d'alerte. Le gouvernement déconseille tous les rassemblements. Une consigne difficile à respecter. Les Ghanéens continuent par exemple d'aller aux cérémonies religieuses avec plus ou moins de crainte. Maintenant, même aujourd'hui, ici, j'ai eu peur de serrer des mains. Mais je l'ai fait. Se serrer la main, c'est une coutume pour exprimer notre amitié. Mais en ce moment, je déconseille de le faire. Ce n'est pas nécessaire de rester loin les uns des autres, car au Ghana, pour l'instant, il n'y a pas encore de cas d'Ebola. Pour le moment, les Ghanéens peuvent encore se serrer la main. En Sierra Leone, c'est désormais interdit. Bangui, la capitale centrafricaine, fortement perturbée aujourd'hui par deux événements. Une grève surprise des taxis contre le racket et une manifestation de femmes dénonçant la présence des groupes armés au sein du gouvernement. Ces incidents ont emmené de nombreux Banguissois à rejoindre leur travail à pied. Chez le voisin congolais, 11 personnes, dont un défenseur des droits de l'homme, ont été enlevées ce week-end à Kinshasa par des hommes armés habillés en tenue civile ou militaire. Selon des témoins, l'événement s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les victimes assistaient à une veillée pour des malades dans une église. Au Proche-Orient, Israël a annoncé une trêve humanitaire de 7 heures suite à ces frappes sur une école des Nations Unies qui a fait 10 morts. Une heure seulement après son entrée en vigueur, un quartier situé à l'ouest de Gaza est touché par des tirs. Bilan, 1 mort et 20 blessés. Dans la bande de Gaza, la trêve n'aura duré que quelques minutes. Une fillette palestinienne de 8 ans a été tuée et 30 personnes blessées après un tir de missile sur un camp de réfugiés. Sur place, les services de secours imputent cette frappe à l'aviation israélienne. Il s'agit clairement d'une rupture de la trêve humanitaire annoncée de 10h à 17h. Et les blessés que nous recevons prouvent qu'il s'agit d'agissements criminels, car la plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants. Le cessez-le-feu décrété par Israël devait durer 7 heures. Objectif, permettre l'acheminement d'aide à la population. Une trêve accueillie avec scepticisme par le Hamas et imposée par Israël après le bombardement d'une école gérée par l'ONU. Bombardement condamné unanimement par la communauté internationale, des réactions à l'image de celle du ministre des Affaires étrangères chinois en visite au Caire. Il exhorte les deux parties à réagir pour stopper le bain de sang. Tous les mouvements incluant des bombardements aériens, des offensives terrestres et des envois de roquettes doivent être stoppés. Tout usage de la force qui entraîne la mort de civils est inacceptable. Tout usage de la force pour stopper la violence doit être abandonné. Pour faire face à ces critiques, le ministre israélien des Affaires étrangères a suggéré que l'ONU prenne le contrôle de la bande de Gaza à la place du Hamas dès la fin des hostilités. Pour l'heure, malgré un retrait progressif des troupes et un redéploiement vers les limites du territoire, l'armée est encore présente et active, notamment dans la ville de Rafah.
Du sport à présent, du football. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire a donné ce matin sa toute première conférence de presse depuis sa nomination le 31 juillet dernier. Le Français Hervé Renard a exposé son projet et ses ambitions pour transformer l'équipe nationale. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations sur RTI2, bien sûr.